Bon, donc je vais recommencer. J'ai dit une petite bêtise et quelqu'un me l'a fait remarquer, c'est très bien. Là, ça ne suffit pas tout à fait. Hein. J'ai dit que c'était injectif pour P inférieur ou égal à C-1. Pour conclure que ça reste injectif en infini, en fait, il faut faire l'observation aussi que c'est un isomorphisme pour P inférieur ou égal à C-2. Ce qui est très facile à voir d'après l'allure de mes groupes, hein, c'est juste que... Et du coup, une fois qu'on a ça, eh bien, on en déduit que ça va être un isomorphisme sur les E infinis, et c'est ça qui permet de conclure. Voilà, donc là c'est terminé. Et maintenant, ce que je veux faire, c'est parler de groupe de Chow. Donc, bon, je vais vous rappeler rapidement comment c'est défini et surtout comment ça marche. Mon but aujourd'hui, c'est de vous parler eh bien, des résultats de Bloch et Srinivas. C'est-à-dire, c'est eux qui ont mis la décomposition de la diagonale au premier plan en partant des groupes de Chow. Donc, je vais vous raconter un petit peu cette histoire qui finalement a fait pas mal bouger les choses dans les années 80. Donc, les groupes de Chow, bon, je ne vais pas faire la théorie générale des groupes de Chow parce que sinon, si j'avais voulu faire ça, j'aurais fait tout le cours là-dessus. Donc, je vous renvoie essentiellement au livre de Fulton. Ce qui est très, très important à savoir pour les groupes de Chow, et leur immense avantage, c'est qu'ils dépendent du corps. On est maintenant en géométrie algébrique, donc on va se passer sur un corps, et donc on a notre variété X est définie sur un corps K, et on prend, alors bon, au début, pas forcément lisse, on va prendre les ZP de X, donc le groupe abélien, donc libre, donc bâti sur des bases, les Z inclus dans X, donc qui doit être défini sur K, et irréductible sur K. Et c'est là qu'on a vraiment la dépendance dans le corps. Lorsque le corps est plus gros, évidemment, il y a plus d'ensembles qui sont définis sur un corps plus gros. Et même la notion d'irréductibilité peut changer. On peut avoir des ensembles irréductibles sur K qui ne sont plus irréductibles lorsque je change le corps. Donc il y a de gros changements qui peuvent se produire. Et ce qu'on appelle CHP de X, eh bien, c'est le quotient de ce groupe, monstrueux bien sûr, par le sous-groupe des cycles rationnellement équivalents à 0. Encore une fois, c'est relatif au corps K. Donc ça, ce groupe-là, il est engendré de la manière suivante. Alors, donc chaque fois qu'on se donne une sous-variété X, donc c'est un sous-ensemble algébrique réductible, donc de dimension P plus 1, chaque fois qu'on se donne phi, donc une fonction rationnelle sur W non nulle. Alors, bon, pour prendre son diviseur, c'est un peu embêtant si W n'est pas normal, donc on introduit la normalisation. Donc ici, on a une application propre, n, et ce qu'on fait, c'est qu'on prend n étoiles. Alors, la fonction phi est une fonction sur W tilde, et on peut prendre son diviseur, ça, et la pousser par ce n étoile. Et ça donne un élément de ZP, bien sûr de W, mais a fortiori de X. Et donc, c'est ça qui va me donner les générateurs pour le groupe des cycles rationnellement équivalents à 0. Alors là, dans l'intervalle, ici, j'ai utilisé cette notation n étoiles. Les groupes ZP de X ont la propriété de fonctorialité suivante, que si on a f de X dans Y, qui est propre, comme c'était le cas pour cette application de normalisation, eh bien, on a un f étoile
de ZP de X vers ZP de Y, qui a un Z associé, eh bien, donc on va mettre ici degré de Z sur f de Z, et puis f de Z. F de Z, c'est un ensemble irréductible. Alors ça, c'est la formule si ce degré est fini, c'est-à-dire si dimension de Z est égale à dimension de f de Z, et 0 si c'est contracté par f. Alors cette fonctorialité survit au niveau des groupes de Chow. Alors en fait, ce qui m'intéresse, c'est de dire quelles sont les fonctorialités qu'on a pour les groupes de Chow. On n'en a pas tant que ça en fait. Donc peut-être l'M. Donc maintenant, je prends un f de x vers y propre. Alors le f étoile de zp de x vers zp de y, donc induit, enfin passe au quotient, donc ça veut dire que ça préserve les cycles rationnellement équivalents à 0. Alors, pour ça, le point oui, le point important, c'est la notion de norme. Il faut savoir qu'on se ramène au cas où on a un W vers W' qui est fini. En tout cas, oui, plutôt génériquement fini, mais propre. Et on se donne ici phi une fonction. Alors, je vais l'appeler aussi f. Alors, f étoile du diviseur de phi, c'est le diviseur de la trace. Donc là, quand j'ai un morphisme comme ça qui est génériquement fini, ça donne le corps de fonction de W, c'est une extension finie, une extension algébrique du corps des fonctions de W'. Et du coup, on a une application, on a une norme pour cette extension algébrique, donc une sorte de version multiplicative de la trace. Et on a cette formule. On ne peut pas passer trop de temps là-dessus. Et en tout cas, c'est ça qui permet de montrer cette fonctorialité. Et l'autre forme de fonctorialité, eh bien sûr, on voudrait aussi pouvoir tirer en arrière. Et là, ça ne se passe pas si bien que ça. Pour définir f étoile, alors bon, déjà, bien sûr, on ne va plus préserver la dimension, donc c'est intéressant de regarder, pour les applications, en tout cas, c'est ça qu'on va regarder. On va supposer que x, pas forcément lisse, mais a une dimension n, donc ce qu'on appellera CHK de x. Donc on va utiliser la notation par l'indice supérieur, par la codimension. Et évidemment, c'est plus agréable pour définir le f étoile en haut. Et alors, maintenant, quand on se donne un morphisme comme ça, il n'y a pas du tout besoin d'hypothèse de propreté ici. Quand a-t-on, donc encore une fois, on va les supposer de dimension fixée, hein. Donc, dimension n, m par exemple. Et maintenant, donc on voudrait définir des morphismes de tirés en arrière, CHK de y vers CHK de x. Alors, malheureusement, assez rarement. Donc, il y a le cas 1
c'est celui d'un morphisme plat. Alors, ça, dans ce cas-là, c'est très agréable, le F étoile. Si on prend un Z, ce sera simplement le cycle associé. Bon, là, le Z, c'est un sous-ensemble algébrique, mettons, irréductible de codimension K. Mais quand on le tire en arrière, il n'est plus forcément irréductible, réduit, etc. Donc on est obligé de prendre son cycle, c'est-à-dire la somme de ses composantes irréductibles comptées avec des multiplicités adéquates. Et ça marche bien, en particulier parce qu'on a la bonne dimension due à la platitude de F. Parfois, on fait l'erreur de croire que le seul problème lorsque l'application n'est pas plate, c'est le problème d'excès, à savoir que le f-1 de z pourrait sauter. Mais il faut faire attention au fait qu'il y a des phénomènes plus pernicieux. Bon, alors donc en tout cas là, ça marche bien. Donc ça induit un f étoile de CH K de Y vers CH K de X. Donc je mets quand même ici un petit avertissement sur le fait que si on a simplement un morphisme comme ça, donc là, il n'y a absolument aucun problème d'excès de dimension qui ferait que le f-1 de z n'aurait même pas la bonne dimension et qu'il faudrait appliquer des formules d'excès, ce qui est un des aspects qui intervient lorsqu'on n'a plus la platitude. Mais déjà là, ce morphisme-là n'est pas plein. Et en fait, dans la réalité, si on introduit un f étoile au niveau des groupes de Chow CH0, on peut dire absolument n'importe quoi. Tout le problème, c'est que qu'est-ce qu'on va faire avec le point qui est supporté là? Qu'est-ce que c'est que le f-1 de ce point? Est-ce qu'il faut dire que c'est ces deux points? Visiblement, il y a un problème. Alors que... enfin bref, donc là, je vous rappelle que la platitude, c'est pas seulement de vérifier que les fibres ont la bonne dimension. Ça, c'est bon si la base est lisse, mais sinon, on rencontre tout autant de problèmes avec cette situation-là où ce n'est pas un problème de saut des fibres. Donc on a ce cas-là qui est quand même assez agréable parce que ça contient toutes les projections. Et un autre cas qui est fondamental et qu'on peut trouver dans le livre de Fulton, K2. C'est le cas d'un X contenu dans Y qui est localement intersection complète. Et du coup, Fulton définit donc un CHK de Y vers CHK de X. Donc ça contient le cas des diviseurs de quartier, par exemple. Bon, c'est très agréable. Je ne vais pas me lancer là-dedans, mais en particulier, et ça va être la situation qui va m'intéresser, c'est... Maintenant, si on prend f de x vers y, et y, maintenant, il n'y a pas d'hypothèse sur f, mais y est lisse, alors, on va avoir, là encore une fois, je vais demander que ces choses-là soient équidimensionnelles pour donner un sens à ce CHK en haut. Donc, on peut définir en composant ces... Alors, pourquoi? C'est parce que, c'est parce que lorsque y est lisse, pourquoi le cas où y est lisse marche toujours? Si y est lisse, eh bien, donc, si je prends un morphisme comme ça, eh bien, ça va se composer. Donc, on peut définir on va regarder le x plongé dans x fois y par son graphe et suivi d'une projection.
Et si Y est lisse, ce truc-là, c'est... Pourquoi? Parce que c'est l'image inverse de la diagonale de Y lorsque vous réappliquez, le morphisme. Donc ce morphisme se factorise comme ça, et donc vous appliquez le premier cas où c'est plat, on vous donne des images inverses, et puis ensuite le cas LC. Donc, alors c'est essentiellement ces cas-là qu'on va utiliser. La dernière chose à dire au sujet justement du cas lisse. Donc CY est lisse. Donc on a donc un produit. Donc un produit d'intersection donc, sur CH étoile de Y. Alors encore une fois, c'est mieux de supposer Y lisse qui est dimensionnel. CHK de... On va envoyer Z' sur le Z croix Z' qu'on va restreindre à la diagonale. Donc on fait ça. Où I delta est l'inclusion de diagonale. Donc on a pas mal d'opérations. Donc avec maintenant on s'est quand même un petit peu restreint parce que pour avoir le F étoile en bas, il faut de la propreté, et pour avoir le F étoile en haut, il faut de la licité. Donc malheureusement, pour avoir de la bonne fonctorialité, le bon cadre, c'est finalement les variétés projectives et lisses. Alors, donc le corollaire, c'est que ce qu'on appelle les correspondances, on a déjà parlé, c'était quand on s'intéressait aux classes de cycles. Voilà, donc ce que j'appelle une correspondance de Chow, ça sera un cycle, une correspondance entre X et Y, ça sera un cycle dans le produit X croix Y. Voilà. Alors après, parfois on préfère les correspondances qui vont préserver la dimension ou la codimension, donc ça c'est pas très important à mon avis. Tous les cycles dans les produits, moi ça c'était déjà intervenu lorsque je parlais de fonctorialité au niveau des structures de Hodge. Mais maintenant, la fonctorialité au niveau des groupes de Chow, ça va être gouverné par des objets qui sont des cycles dans le produit. Donc, une correspondance de Chow. Alors maintenant, quand on a une telle correspondance, donc si X, on va dire si X et Y sont projectives lisses, eh bien, une telle correspondance, alors peut-être on va dire que n va être la dimension de x, gamma induit un gamma étoile qui envoie CHK de x sur CH, donc K plus P moins N de Y. Alors là, manifestement, c'est le Y projectif, donc j'aurais pu me passer, mais ça n'a aucune importance. Et comment ça marche? Eh bien, donc, gamma étoile, c'est toujours la même formule, on a déjà vu en cohomologie. C'est PR Y, alors, comme X est projective, la projection sur Y est propre, donc PRY
Donc là, on peut appliquer le poussé en avant, c'est la première forme de fonctorialité. Et là, je tire, bon, ça, il n'y a pas de problème. Tirer en arrière par une projection, ça se fait en toutes circonstances, mais il faut prendre le produit d'intersection avec ce gamma, et c'est là qu'on a besoin de la licité. Donc on a ça, et puis on a également donc, la composition des correspondances. Donc, encore une fois, je vais me placer. On est pratiquement forcé d'imposer liste et projectif pour que ça marche. Donc, j'ai x, y, w. Ici, j'ai un gamma 1 et un gamma 2. Donc, ce sera, qui sera ici dans le CH. Alors, je ne vais peut-être pas préciser les. Ça va devenir un peu trop compliqué si je précise toutes les dimensions ou les codimensions, donc je vais juste mettre comme ça. Le gamma 2 sera dans CH Y croix W. Et donc on va définir le gamma 2 rond gamma 1 par la même formule qui avait servi autrefois en cohomologie. Donc vous prenez la projection, maintenant on se place sur le produit X croix Y croix W, avec toutes les projections sur le produit de deux facteurs. Donc, par exemple, c'est celle-ci, je vais la noter PR XY, et ainsi de suite. Donc là, on va tirer en arrière le gamma 1. Ensuite, on va intersecter avec le tiré en arrière de gamma 2. Et on va pousser tout ça. Maintenant, on est en haut et on va pousser tout ça sur le X croix W. Et alors, il y a une proposition que chacun doit montrer dans son particulier. Qui est la chose suivante. Si vous regardez l'action de X, Y et W sont projectives lisses, eh bien, vous aviez gamma 1 et gamma 2 comme c'est écrit. Donc là, je ne mets pas les codimensions parce que ça va être trop pénible à suivre. Donc, si vous prenez le produit gamma 2 rond 1 gamma 1, la correspondance produit, donc regardez son action des groupes de Tchaux de X. Donc le morphisme induit des groupes de Tchaux de X vers les groupes de Tchaux de W. C'est la même chose que gamma 2 étoile ou gamma 1 étoile. Donc d'abord on est allé vers les groupes de Tchaux de Y et ensuite vers les groupes de Tchaux de W. Alors, la raison pour laquelle je ne veux pas le faire, c'est que bon, ça me prendra tout le reste de l'heure. Et en plus, parce que c'est plus intéressant de vous dire exactement ce qui fait marcher cette démonstration. Donc, les ingrédients. Eh bien, bon, d'abord, il faut quand même savoir que le produit est compatible avec les tirés en arrière. Donc, c'est deux formes de compatibilité. Des opérations qu'on a, tirées en arrière, poussées, avec le produit. Donc, 1 f étoile de ZZ', c'est f étoile Z, f étoile Z'. Et 2, une formule extrêmement importante qui revient partout, aussi bien en topologie, ce qu'on appelle la formule de projection. Bon, là, cette formule-là, elle est vraie dès qu'on a des tirés en arrière et des formes et des produits d'intersection. Donc, mettons que
n'y a pas besoin de propreté, bien entendu, mais il faut quand même qu'on ait un f de x vers y avec x, y est lisse, simplement pour donner un sens à toutes ces choses-là. Et dans la formule de projection, alors maintenant, on a un f de x vers y, et il faut aussi supposer qu'il est propre. Donc, du coup, finalement, il va falloir supposer que la plupart du temps, f propre et x, y lisse, par exemple. Donc, dans ce cas-là, on a que f étoile de f étoile z intersecté avec z', c'est la même chose que z intersecté avec f étoile z'. Pour ça, cette formule est vraiment très importante et c'est essentiellement la seule chose dont on a besoin pour faire marcher ça. Alors maintenant, donc, bon, tout ce formalisme, on a vu le même lorsqu'on a parlé de classes de cycle. Hein, donc la seule différence, c'est le contexte ici des groupes de Chow. Donc maintenant, le sujet, c'est je me place sur... Ah oui, il y a une dernière chose que je voulais dire quand même. Parce que, bon, le reste du cours, il ne me reste plus que maintenant tellement tant que ça pour aujourd'hui et encore 2 heures la semaine prochaine. C'est le lien entre groupe de Chow et cohomologie. Alors on avait vu un premier lien qui était par l'application. Alors maintenant je fais le cas en. Bon, je vais me placer sur C. Alors, si on n'est pas sur C, il y a des tas de choses à dire. On peut faire de la cohomologie étale, ce n'est pas du tout ça le problème. Mais le fait que C soit un gros corps va jouer quand même un rôle assez important. La dernière chose que je voulais dire, puisqu'on est sur cette comparaison entre groupes de Chow et cohomologie, on comprend bien que les groupes de Chow, c'est une espèce de substitut venant de la géométrie algébrique pour la cohomologie. Vous voyez, quand on fait si on fait de la cohomologie de Betti, on sait bien que ça va être... on est en train de regarder la topologie, ça va être lié à l'étude des sous-variétés, peut-être des sous-variétés topologiques, ou des contours fermés, modulo une sorte de relation de cobordisme. Là, on a fait une sorte d'analogue où les contours fermés, ce sont les cycles algébriques, et la relation de cobordisme, c'est cette relation d'équivalence rationnelle. Donc on voit bien qu'on essaie d'imiter ce que font les topologues dans un cadre de géométrie algébrique. Et alors donc du point de vue en topologie, on a des formules d'excision, des choses comme ça. Du point de vue de ce point de vue-là, les groupes de Chow ont un gros avantage sur la topologie, qui est ce qu'on appelle la formule de localisation. C'est la dernière chose que je dirais. C'est très important parce que c'est vraiment un outil majeur pour calculer les groupes de Chow. C'est très dur à calculer, mais il y a par exemple les formules pour calculant les groupes de Chow des fibrés projectifs, par exemple, ou des éclatés. Et ça se fait vraiment un grand coup en appliquant quelques règles très simples. Et donc, ce que dit la formule de localisation, c'est une formule, peut-être la suite exacte de localisation. C'est vraiment très général. Pour le coup, on a besoin d'aucune hypothèse en particulier, pas du tout d'hypothèse de licité sur X. Donc on prend un ouvert de Zariski dans notre X, et puis le complémentaire. Le complémentaire F, donc qui va être sur un fermé. Et ce que nous dit la formule la suite exacte de localisation, c'est
c'est tout simplement cette suite. On a l'exactitude ici à droite et au milieu. Donc, ou ici, les flèches, bon, bah, ici, I, c'est une application propre, puisque c'est l'inclusion d'un fermé. Et J, bah, c'est une application plate, puisque c'est une inclusion ouverte. Le pire, c'est que c'est complètement trivial à démontrer. Là, la surjectivité, ça dit simplement que si vous avez un cycle dans U, vous prenez son adhérence de Zariski dans X, donc sa restriction à U, ça va être le cycle initial, donc là, c'est fini, c'est déjà vrai au niveau des cycles. Ensuite, l'exactitude au milieu, vous avez un cycle Z, il est rationnellement équivalent dans U, ça veut dire qu'il va exister un W avec une fonction rationnelle sur W, telle que phi, tel que le diviseur de phi est égal à notre cycle, sur U. Vous prenez la clôture de Zariski du W, c'est quelque chose qui est sur X. Sur cette clôture de Zariski, vous avez toujours cette fonction rationnelle phi. Vous prenez le diviseur de phi, et ça vous donne votre cycle Z, plus quelque chose qui est peut-être supporté sur le complémentaire de X moins U. Et donc sur F. Et donc c'est comme ça qu'on... Donc c'est essentiellement trivial, mais c'est grâce à cette suite exacte qu'on peut montrer, qu'on peut calculer par exemple les groupes de Chow des fibrés projectifs. Bon, on va dire, j'exagère un petit peu, on a aussi besoin de savoir qu'il y a l'invariance par homotopie, que CHK de X croît un espace affine. C'est la même chose que CHK de X. La flèche dans ce sens-là, c'était... donc ça, c'est ce qu'on appelle l'invariance. La flèche dans ce sens-là, c'est le tiré en arrière par la projection, par la première projection. Et la flèche dans l'autre sens, vous prenez l'inclusion, par exemple, sur 0 croix x, et ça donne un diviseur dans x croix 1, et vous prenez la restriction. Et donc ça c'est très facile à montrer. Voilà, donc je voulais dire ça pour montrer une sorte d'avantage qu'ont les groupes de Chow sur la cohomologie. En un sens, ils sont finalement plutôt beaucoup plus souples que la cohomologie à cause de cette suite exacte. Alors maintenant, je reviens à ça. Alors ce qu'on a déjà vu, maintenant, donc on est sur C. Donc quand on a un cycle, en particulier, ou une sous-variété, un sous-ensemble algébrique sur C, on le voit en particulier comme un sous-ensemble analytique. Alors là, bon, supposons que X soit, on va dire, c'est même pas la peine que X soit projectif, hein, ça marche tout aussi bien en quasi-projectif. Donc Z, donc si on prend un Z dans ZP de X, ici on peut prendre. Par contre, c'est important que ce soit lisse. Donc on va définir sa classe, Z. Donc là, mon Z, c'est sigma de NI ZI. Et donc sa classe Z, c'est sigma de NI de classe de ZI. Alors là, comment on va définir? Bon, comme je l'avais fait, la solution de simplicité, c'est d'abord, on peut toujours se ramener au cas projectif en prenant une compactification projective lisse. Et puis, on peut faire comme ça. Maintenant, on est dans un cas projectif. Et à ce moment-là, donc le Z, ce sera la restriction d'un certain Z bar. Donc la classe de ce Z, ça sera la restriction de la classe de Z bar. Et donc
Et là je l'avais déjà défini avec des moyens un peu simplifiés qui consistaient par exemple à dire que les z-bars, maintenant ce sont des sous-variétés compactes, donc qui ont une classe d'homologie fondamentale. Et en tout cas, ça avait été déjà défini. Et moi-même, j'avais précisé que c'était là qu'étaient intervenues des classes de Hodge. Bon, l'intérêt de passer à un modèle projectif lisse, c'est que donc à ce moment-là, on peut prendre la classe d'homologie fondamentale d'une sous-variété algébrique, et puis on applique la dualité de Poincaré pour obtenir une classe de cohomologie. Bon, là, c'est toujours pareil, on pourrait discuter si le X n'est pas lisse mais projectif, ce X bar, il reste toujours la classe d'homologie fondamentale du cycle, mais il n'y a plus la classe de cohomologie puisque on n'a pas de dualité de Poincaré. Mais alors, donc, quand on fait ça, eh bien, c'est un peu comme si voilà, on avait une chose énorme qui sont les groupes de Chow. Voilà. Et puis, on a une chose énorme qui est la cohomologie. Alors, quand je dis, là, c'est la cohomologie de Betti. Énorme parce que j'ai quand même passé énormément de temps à expliquer les structures de Hodge, des structures vraiment compliquées sur la cohomologie. Et là, ce que fait l'application classe de cycle, c'est de de relier un tout petit morceau de ces groupes de Chow à un tout petit morceau qui sont les classes de Hodge. Et en particulier, donc cette application classe de cycle, par définition, elle ne voit pas du tout tout ce qui est intéressant dans les structures de Hodge, à savoir tout ce qui est un peu transcendant, qui a un niveau de Hodge plus grand que 0. Donc, en fait, ce que je veux expliquer maintenant, c'est le reste, comment on peut continuer à comprendre les groupes de Chow. Enfin, il faut penser en termes de filtration, en relation avec la cohomologie. Alors, pour ça, il y avait une construction qui a été faite par Griffiths dans les années 60. Donc, on a notre X, maintenant qu'on va prendre projectif lisse. Et donc, on a CHP de X qui s'envoie vers H de P de XZ. Ça, c'est la classe de cohomologie. Et donc, on va regarder le noyau donc, on a un groupe de cycles homologues à 0, enfin co-homologues à 0. Et donc, ce que fait l'application de la Bell-Jacobi de Griffiths, donc, qui est une généralisation de l'application d'Albanese pour les zéro cycles, l'application d'Abel pour les diviseurs. Donc je note phi x, alors peut-être mettre phi x p pour dire qu'on regarde les cycles de codimension p. Donc ça, c'est l'application de Bell-Jacobi de Griffiths. Alors là, il y a déjà un peu de théorie de Hodge. Donc, J de P-1 de X, c'est un tor complexe qui est construit de la manière suivante. Donc, on regarde H de P-1 de X. Donc, ce groupe-là, alors peut-être modulo torsion. Et donc là-dessus, on a une structure de Hodge entière, et ça nous donne le sous-groupe FP H de P-1 de X.
Donc ça, c'est la somme des HRS avec R plus S égale 2P moins 1 et R supérieur ou égal à P. Et donc, ce tore complexe, il ne va pas dépendre de connaître toute la filtration de Hodge, il va dépendre de connaître seulement le FP. On a FP plus FP bar égale H de P moins 1. Donc on est exactement en position de construire un tore complexe, comme je l'avais raconté au début. Et le J de P moins 1, c'est H de P moins 1, quotienté par FP H de P, H de P moins 1, et aussi quotienté par H de P moins 1 de XZ. Bon, je devrais mettre modulo torsion pour avoir une somme directe. Et donc ça me donne un tore complexe. Alors une autre manière de le définir, c'est d'utiliser la dualité de Poincaré. Donc cet espace-là, il est isomorphe à F n-p plus 1, H 2n moins 2p plus 1, dual. C'est-à-dire quand vous faites la dualité de Poincaré entre H de P moins 1, enfin, la forme d'intersection entre H de P moins 1 et H 2n moins 2P plus 1, oui, donc n la dimension de x. Eh bien, donc vous trouvez que cet espace-là, ça je l'avais déjà raconté, c'est exactement l'orthogonale de celui-ci, et c'est pour ça qu'on trouve une dualité comme ça. Et donc ça c'est alors la dualité de Poincaré, elle identifie ça c'est plus sérieusement la cohomologie ici avec l'homologie. Voilà. Et l'homologie entière de X, elle va vers le dual de cet espace par intégration. Si je prends alpha ici, eh bien, j'ai une fonctionnelle d'intégration sur alpha qui agit sur toute la cohomologie coefficient complexe et en particulier sur cette partie de niveau de Hodge Fn-P plus 1. Voilà, donc il y a différentes manières de présenter cet or complexe. Et l'application de la Bell-Jacobi de Griffiths est la chose suivante. Donc maintenant on a donc on a un cycle Z qui est homologue à 0. Alors on écrit ce Z comme le bord d'une chaîne. Alors là, ce que je vous décris, c'est la version de Griffiths. Alors là, il faut comprendre un peu ce qu'on est en train de faire. C'est pas si facile que ça d'écrire quelque chose qui est homologue à 0, de l'écrire comme un bord. On peut vraiment penser en termes d'homologie singulière, par exemple. Bon, votre Z, vous avez cette classe-là, comme je l'ai dit, c'est une classe de cohomologie, mais pensez-y comme au dual de Poincaré d'une classe d'homologie. Ça veut dire que vous allez avoir une chaîne singulière qui est fermée et qui est supportée sur ce Z et qui représente la classe d'homologie de Z. Cette chaîne singulière, elle va vous donner une fonctionnelle d'intégration. Le fait que votre cycle soit cohomologue à 0, ça va vous dire que cette chaîne, c'est un bord comme chaîne singulière. Donc c'est en ce sens qu'on peut avoir une chaîne ici, donc une chaîne de dimension réelle, bien sûr, de n moins 2p plus 1. Et alors, souvent, les gens vont à toute allure là, et disent que ce que fait l'application de la Bell-Jacobi de Griffiths, c'est qu'elle définit phi x de z comme étant somme sur gamma. Donc c'est la fonctionnelle d'intégration sur cette chaîne gamma. Z moins 2p plus 1 dual.
Et puis la remarque est de dire que là, ce gamma est bien défini modulo l'ajout de gamma prime avec delta gamma prime égale 0. Quand on ajoute un gamma prime qui est sans bord, eh bien, le gamma prime a une classe. Donc, le gamma prime a une classe dans H2n moins 2p plus 1 de xz. Et du coup, le somme sur le gamma prime qu'on ajoute, c'est quelque chose qui est dans l'image de cette application. Je voudrais juste dire un mot. Bon, donc là, a priori, c'est presque clair, sauf qu'on a quand même utilisé ça. Or, a priori, qu'est-ce qui nous dit qu'on peut. Ce gamma, il a un bord. Qu'est-ce qui nous dit qu'on peut intégrer des classes de cohomologie sur ce gamma? Normalement, on peut intégrer des classes de cohomologie seulement sur des choses qui sont fermées, de façon que le résultat de l'intégration ne dépende pas de la classe de la forme choisie. Et ce qui fait marcher la définition de ce somme sur gamma, c'est la chose suivante. C'est que la C spectrale de Fröhlicher dégénère en E1. Ça, c'était le point de départ de la théorie de Hodge. Et ça va entraîner que, en fait, le Fn moins P plus 1 H2n moins 2p plus 1 de x, c'est la même chose que Fn moins p plus 1 A. Alors là, donc, alors ce que je suis en train de dire, moins 2p, voilà. Ce que je suis en train de dire, c'est que une classe de cohomologie ici admet des représentants qui sont des formes différentielles fermées qui sont là-dedans, c'est-à-dire qui n'ont que des ARS. Donc ça, c'est plus de ARS pour R supérieur ou égal à n moins p plus 1. Mais ce qui est important, c'est que lorsqu'on prend des représentants là-dedans, ils sont bien définis modulo le différentiel de quelque chose qui est dans Fn moins P plus 1. Et une fois que je sais ça, c'est exactement ça qui va me permettre de définir ce somme sur gamma. Donc maintenant, si je prends un eta qui est là-dedans, donc, qui est une classe de cohomologie, moi j'ai écrit que eta c'est la classe d'une forme alpha qui est dans là-dedans, fermée. Et on va définir somme sur gamma de eta comme étant somme sur gamma de alpha. Et maintenant, pourquoi c'est bien défini? C'est parce que si je change, maintenant c'est seulement la classe de cohomologie de eta qui est déterminée. Donc j'ai le droit d'ajouter à alpha, eh bien, d'après cet isomorphisme, j'ai le droit d'ajouter un d psi, mais le psi, il est là-dedans. D'accord? Donc à ce moment-là, comment on va changer mon intégrale? Eh bien, somme sur gamma de alpha plus d psi, eh bien, par la formule de Stokes, c'est somme sur gamma de alpha plus somme, et bien sûr, somme sur gamma de d psi, qui est somme sur z de psi. Parce que delta gamma, c'est z. Mais vous voyez, le psi, il est dans Fn-P plus 1, et, tandis que le z, c'est un cycle algébrique de dimension n-p. Et donc, on utilise le fait maintenant que psi restreint à z est égal à 0. Voilà, excusez-moi, là j'ai un peu dépassé le temps. Bon, donc, en fait, c'est le premier exemple de ce qu'on appelle la variante d'Abel-Jacobi, c'est une classe secondaire de comment on peut aller plus loin. Il y a une partie des groupes de Chow, après la classe de cohomologie, qui voit des phénomènes beaucoup plus subtils en théorie de Hodge. Et malheureusement, après, on ne sait pas continuer. Ça serait très tentant de dire, bon ben voilà, qu'est-ce que cela tienne, on va construire une seconde classe
des classes encore plus profondes pour comprendre complètement l'interaction. Et en fait, les choses s'arrêtent essentiellement là. Donc, ce que je vais vous raconter pour finir cet exposé, c'est ce cours, la semaine prochaine, c'est comment les conjectures de Bloch et Bellinson organisent un peu ce matériau, enfin extrapolent là-dessus. Et comment, grâce au formalisme de décomposition de la diagonale, on a maintenant un ensemble vraiment cohérent de conjectures qui mettent en relation les groupes de Chow. Là, je fais cette espèce de dessin, la sorte de complexité des groupes de Chow avec une filtration, et puis la cohomologie avec ses structures de Hodge et leur niveau ou coniveau. Voilà.